Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Le numéro 2 de la nouvelle revue historique Folle Histoire, un collectif de 17 auteurs sous la direction de Bruno Fuligny, vient de paraître avec pour titre Les Grandes Hystériques. Autant de cas limites parmi lesquels Franck Ferrand n'avait que l'embarras du choix. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Parmi les hystériques réunis par Bruno Fuligny, dois-je préciser que je parle des sujets traités, évidemment, pas des auteurs traitants, j'ai retenu celles qui, à Loudun, en 1632, ont assez fait parler d'elles pour entrer dans l'histoire sous le nom de possédées. Je vais vous raconter leur incroyable histoire. Et puis, à la fin de l'émission, je répondrai à la question de Gaël sur l'origine des règles de l'orthographe. Ne cherchez pas, il n'existe aucun rapport entre les deux sujets. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Je ne sais si comme moi ou comme notre amie Julie, que j'embrasse, vous connaissez Loudun en Poitou, mais si c'est le cas, il faut que vous vous imaginiez sous les voûtes de la collégiale Sainte-Croix, cette grande et superbe église romane, très haute voûte bien entendu de pierre claire. L'église est peu éclairée, l'atmosphère, disons-le, est assez lugubre et voilà que sous les voûtes résonnent des cris terribles, il faut fendre la foule pour voir d'où ils proviennent et là, au milieu, quand on approche du chœur, on voit 18 femmes, des religieuses qui ont l'air d'être complètement prises de folie. Elles hurlent, elles s'attrapent les unes les autres, elles ont l'air elles sont à moitié dénudées, elles blasphèment, elles se contorsionnent, elles se retrouvent dans des positions disons plus que suggestives, avec des gestes obscènes, enfin tout ça est très spectaculaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce spectacle incroyable va bien entendu choquer durablement les contemporains. Ces femmes sont là qui frappent les assistants, qui les caressent aussi parfois. Voilà ce que nous dit Georges Iman Gigandet. Leur corps avait tantôt la rigidité d'une lame d'acier courbée en arc de cercle, tantôt la souplesse d'une liane, les membres noués, emmêlés en mouvantes volutes, en frémissantes vrilles. Inlassables, les exorcistes poursuivaient la lutte, adjurant, sommant les démons de délivrer leurs victimes et de retourner au feu éternel. Leur nom maudit retentissait en fracas infernal sous les voûtes du sanctuaire. Asmodée, Belzébuth, Léviathan, Hésias, Bébérite, Zabulon. Des scènes qui vont être revécues plusieurs fois, qui vont se répéter de manière régulière entre 1632 et 1638. On est là dans la deuxième partie du règne de Louis XIII. Alors, pourquoi des exorcistes ? Eh bien parce qu'elles semblent en avoir besoin, les femmes en question. D'où viennent-elles ? Comment expliquer tout cela ? J'y viens dans un instant. L'exorcisme est orchestré par le chanoine Mignon, avec en renfort le père Barré, qui par ailleurs est curé de Chinon, qui est un petit peu fou. On sait qu'il fait le trajet à pied depuis sa paroisse, suivi de toute une procession de fidèles. Ça s'étend sur 25 de nos kilomètres. Il y a là aussi des apothicaires, des chirurgiens, des assistants qui sont là essentiellement pour contenir les furies, des prières, des exhortations. Enfin, on est dans tout le procédé, dans tout le processus d'un exorcisme. On brandit la croix. Démon, dis-nous comment tu t'appelles, que fais-tu là, va-t'en, avec évidemment tout le matériel religieux qui peut aller avec. Cet exorcisme en public à la collégiale Sainte-Croix, peu à peu, va devenir un véritable spectacle. On va voir des gens, des dizaines et bientôt des centaines de curieux qui affluent de toute la région et même de plus loin pour assister à ces espèces de grands-messes, si j'ose dire, en tout cas à ces grandes cérémonies d'exorcisme. Évidemment, ce qui se passe dans le cœur fait surtout sourire une partie du public. Certains s'indignent, d'autres se signent indéfiniment. Disons clairement que dans le public, on rit beaucoup. On vient de plus en plus loin pour assister à l'étrange spectacle, un petit peu comme si Loudun était devenu d'une certaine manière un lieu de pèlerinage.
pèlerinage, ou en tout cas d'anti-pèlerinage. Bref, un lieu où se mêlent incantations religieuses et tout un folklore de moins en moins présentable, il faut bien le dire, avec une forte dimension sexuelle. Je pense que vous avez compris ce dont je parle. Les auberges de tout le voisinage affichent désormais complet la violence, la furie, l'érotisme qui se dégage des cérémonies d'exorcisme, évidemment, attire un monde fou. Pourquoi ce spectacle est-il ouvert au public ? Eh bien, parce que l'Église veut démontrer que ces rites sont supérieurs aux démons. Les démons qui possèdent littéralement les malheureuses femmes, toutes ces religieuses, sont censées être envoyées par le diable. Eh bien, il faut que le public prenne conscience du danger, de la nécessité d'être un bon croyant et de l'efficacité de la religion contre toutes ces déviances. Ça fait longtemps, bien sûr, qu'on procède de la sorte. Il y a eu de nombreux procès en sorcellerie depuis la fin du XVe siècle. Et surtout, l'exorcisme est devenu quasiment une pratique répandue en ce début de XVIIe siècle. D'où vient le désordre ? Pourquoi toutes ces femmes sont-elles ainsi possédées du démon ? Mais c'est ce que nous allons voir maintenant. Un extrait de la cantate numéro 4 composée par Jean-Sébastien Bach sur Europe 1. Revenons avec vous, Franck Ferrand, au possédé de Loudun. Je voudrais insister sur l'une de ces femmes, plus particulièrement, c'est Sœur Jeanne des Anges. Sœur Jeanne des Anges n'est pas du tout n'importe qui, elle est la supérieure du couvent des Ursulines de Loudun. Elle a été, non seulement elle est la première, primus inter pares, non seulement elle est la première du couvent, mais en plus, elle a été celle qui, en tout premier, a été elle-même possédée par le diable. Et puis peu à peu, le mal, si je puis dire, a été contagieux, il s'est répandu et en l'espace de 2 mois, ce sont quelques 17 autres religieuses qui peu à peu ont été prises par le même mal. Qui était cette sœur Jeanne des Anges ? Son vrai nom, c'est Jeanne de Belsier. Elle était née à Causes, c'est-à-dire beaucoup plus près de la mer, dans l'actuel département de Charente-Maritime. Elle était née à Causes en 1602, dans une assez bonne famille, puisque ses ancêtres, enfin un de ses ancêtres, était tout simplement un enfant naturel que le roi Charles VII avait eu avec sa maîtresse Agnès Sorel. Famille nombreuse que celle de Jeanne, 19 enfants et... Dès le début, elle est un peu celle qui ne marche pas dans le rang. Elle est, si j'ose dire, un peu le vilain petit canard de cette famille. Vers l'âge de 5 ans, déjà, en essayant d'éviter une chute, elle va se démettre l'épaule, ce qui va la rendre légèrement handicapée toute sa vie. Elle est un peu courbée, elle marche de manière un peu de travers, si je puis dire. Elle a une épaule plus haute que l'autre et, disons-le, sa mère éprouve de la honte de cette disgrâce physique, ce qui fait qu'elle va prendre l'habitude de la dissimuler le plus souvent possible sous un voile. On garde Jeanne à la maison, on évite qu'elle ne sorte et qu'elle ne se montre. Elle est d'ailleurs assez vite reléguée hors de la famille, envoyée auprès de sa tante à l'abbaye royale de Saintes. C'est une fille très intelligente, elle est douée pour le latin, elle apprend ses prières extraordinairement vite. Enfin, c'est une personne qui sans doute va compenser par l'agilité de l'esprit les disgrâces physiques dont la vie l'a affligée. Malgré son handicap, un gentilhomme est séduit par cette intelligence déliée et il est séduit par la jeune fille d'une façon générale. Il va demander sa main, sauf que la mère refuse. Et elle va faire entrer sa fille dans les ordres chez les Ursulines de Poitiers. En 1627, Jeanne va participer à la fondation d'un nouveau couvent d'Ursulines, donc à Loudun. Nous y voilà, elle sera élue prieure de ce couvent, donc mère supérieure si vous voulez, en 1632, à une époque où la communauté regroupe donc 18 religieuses. Les premières manifestations diaboliques vont se manifester dans la nuit du 21 septembre de cette même année 1632. Elle n'a donc pas attendu tellement, sœur Jeanne. Elle est couchée ce soir-là, cette nuit-là, elle sent comme un frôlement. Elle dit qu'elle entend une voix, elle reconnaît cette voix, c'est celle du père Mousseau, confesseur du couvent, un homme qui est mort de la peste quelques mois auparavant et qui néanmoins vient ainsi la déranger dans son repos pour s'adresser directement à elle. Alors, elle est inquiète, bien entendu, elle réveille une sœur, elle dit « Tu n'as rien entendu ?» Et la sœur lui dit « Oui, moi aussi j'entends quelque chose. » Il faut les imaginer complètement effrayés.
Et cette scène va se répéter plusieurs soirs, va se répéter plusieurs nuits de suite. Il n'y a pas que sœur Jeanne et sa comparse, si je puis dire, sa camarade au sens propre du mot, qui vont entendre les voix. De plus en plus de sœurs les entendent. Un jour, la voix change. Et la voix qu'on entend maintenant, c'est celle carrément du curé de la ville, c'est celle d'Urbain Grandier. Qui est-il cet Urbain Grandier ? Je vais y revenir dans quelques instants. Voilà ce que Jeanne va raconter aux enquêteurs. J'entendis du bruit dans plusieurs endroits de ma chambre et autour de moi. L'on me tira par 2 fois mon linceul sans me découvrir tout à fait. L'on renversa l'oratoire qui était près de mon lit. L'oratoire, c'est une sorte de petite chapelle portative, si vous voulez. J'entendis parler auprès de moi du côté gauche auquel j'étais tourné. J'ai entendu la voix d'un homme qui me disait des paroles lascives et flatteuses pour me séduire. Il me pressait de lui donner place dans mon lit. Il voulut faire un attouchement déshonnête sur moi. Je lui résistais et l'en empêchais. Oh là, on est tout de suite dans une affaire qui, comme vous le voyez, sent le soufre. En 2 mois, toutes les religieuses du couvent sont touchées. On est presque en droit de se demander si, à la limite, il ne faut pas avoir entendu des voix et avoir été brassé par des fantômes pour avoir l'air intelligente. Parce que celle qui n'aurait rien entendu, rien vu, rien senti, pourrait passer vraiment pour la pauvre fille. Il y a sans doute un effet d'émulation et d'entraînement entre elles. En tout cas, de plus en plus sont prises d'espèces de spasmes, de contorsions, de crises de folie. Le feu de la concupiscence m'a obligé de me jeter 7 ou 8 fois dans des brasier de feu où je demeurais des demi-heures tout entières afin d'éteindre cet autre feu, de sorte que j'avais la moitié du corps tout grillé, dira sœur Jeanne, qui, comme vous pouvez le constater, ne va pas mieux, évidemment. Michel Carmona, que j'avais interviewé pour le numéro de l'ombre d'un doute que nous avions consacré à la télévision à ce sujet, nous dit que la sœur Claire de Sassigny, à un moment, était complètement surexcitée, tellement, dit-il, qu'elle dormait dans sa chambre avec un crucifix. Les autres sœurs ont dû l'arrêter, car elle se servait du crucifix de manière peu orthodoxe. Oui, évidemment. Début octobre ont lieu les premières cérémonies d'exorcisme. On se dit qu'il faut absolument délivrer toutes ces pauvres sœurs du démon, du diable qui les possède. Et le 11 octobre 1632, lors d'une séance, sœur Jeanne va accuser, alors là, ouvertement, Urbain Grandier. Elle le nomme. Urbain Grandier, dit-elle, a fait pénétrer le démon en moi. C'est lui qui m'a ensorcelé en déposant un bouquet de roses maléfiques dans le cloître. C'est curieux parce qu'on est au début du XVIIe siècle, mais on pourrait être au milieu du XIXe. Il y a quelque chose du romantisme de Marguerite et de Faust, je trouve, dans les témoignages des sœurs et en particulier dans ceux de sœur Jeanne. Alors, qui est-il, cet Urbain Grandier, nommément désigné par elle ? Eh bien, il avait été nommé curé de la paroisse Saint-Pierre-du-Marché à Loudun en 1617 et, nous disent un certain nombre des auteurs qui ont eu à se pencher sur son cas, il était un véritable Don Juan en soutane. La trentaine, les yeux noirs, un nez long régulier, une moustache et une barbe noire taillée en pointe, à la dernière mode du temps. Il était, nous disent les historiens, fascinant, éloquent, charismatique, bref, très charmant et donc très populaire, non seulement dans le couvent lui-même, mais un peu partout où il avait à se produire. Et il était depuis longtemps l'objet de conversations, de rumeurs. Il a séduit un certain nombre de paroissiennes, dont la fille du procureur du roi. Ça, il a eu tort. Elle avait 15 ans et son père, évidemment, ne fera rien pour aider Urbain Grandier. La jeune fille en question étant tombée enceinte, il la quitte pour une autre femme, Madeleine de Broux, qui s'apprêtait à prendre le voile. Il la dissuade de prendre le voile, il la dissuade d'entrer dans les ordres, et mieux que ça, il l'épouse. C'est lui qui officiera, puisque personne ne veut s'opposer à la volonté de l'Église qu'il est censé incarner dans cette affaire. Vous comprenez pourquoi on commence à dire sur Urbain Grandier des choses épouvantables. Les notables de Loudun ne sont pas loin d'entamer contre lui une véritable cabale. En attendant, ils entament des procédures judiciaires, le but étant de se débarrasser de lui, purement et simplement. Vous verrez qu'ils vont y parvenir à terme. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Retour avec vous, Franck Ferrand, aux hystériques de Loudun et notamment à Jeanne des Anges. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Jeanne des Anges avait proposé à Urbain Grandier de devenir le nouveau confesseur de la congrégation et de ses Ursulines de Loudun.
Il a refusé et finalement c'est le prêtre Mignon qui s'en est chargé. Et à partir de ce moment-là, on va voir ces deux hommes, ces deux prêtres s'opposer de manière très forte. Il y a une rivalité. Et l'on peut dire, disons-le, ça c'est clair, que Mignon est jaloux. Il faut imaginer un homme très sombre, il est lui-même boiteux. Il est d'ailleurs l'oncle de la jeune fille qu'Urbain Grandier est censé avoir mise enceinte. Je dis est censé parce qu'on n'en a pas la preuve de ça, bien entendu. Un premier procès condamne Grandier et le contraint à quitter Loudun. Il fait appel auprès de l'archevêque de Bordeaux, Monseigneur de Sourdis, et le rapport médical ne présentant pas de marque de possession, Urbain Grandier est blanchi. Mais, à ce moment-là, l'affaire est transmise au cardinal de Richelieu. Il faut vous dire que le cardinal a de grands projets dans la région. Vous savez qu'il a démantelé la plupart des places fortifiées qui étaient en territoire protestant tout autour de Loudun. On veut dire que Loudun se trouve à la frontière, vraiment à la limite du pays catholique et du pays protestant. Or, et ça c'est très important, le cardinal de Richelieu possède tout près de là, à 5 lieues, c'est-à-dire à une vingtaine de kilomètres, il possède un château très important dont il va vouloir faire en quelque sorte sa nouvelle capitale. Et il a sur place un intendant qui s'appelle Laubardemont et qui va représenter les intérêts du cardinal et qui va le tenir au courant de tout ce qui se passe. Or, Richelieu va ordonner l'arrestation d'Urbain Grandier et il ordonne qu'on obtienne par tous les moyens ses aveux. Richelieu a nommé Laubardemont pour juger en premier et dernier ressort, autant dire qu'on va avoir affaire à une procédure de justice exceptionnelle et qui fait penser à un véritable règlement de compte, pourquoi pas même à un règlement de compte politique. En attendant, Urbain Grandier, on va voir pourquoi, est arrêté, jeté au cachot du château d'Angers. La procédure ecclésiastique le reconnaît coupable. Quant à la procédure civile, eh bien, on va fouiller son domicile et on y découvre un traité sur le célibat des prêtres. Vous imaginez, on est au début du XVIIe siècle. Un traité qui avait été rédigé peu après sa propre union. Je vous en ai dit un mot tout à l'heure. Richelieu est hors de lui. Nul doute, dit-il, cet homme est un suppôt de Satan, c'est un huguenot déguisé. Et Laubardemont va pouvoir reprendre les séances d'exorcisme. C'est à ce moment-là d'ailleurs que les séances deviennent publiques. Il rend un décret. Désormais, toute personne coupable de remettre en cause la véracité des possessions de Loudun sera punie d'une forte amende et de châtiment corporel. Ça, c'est fort. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, non seulement on ne fait rien pour diminuer la publicité autour de toutes ces convulsions, de toutes ces possessions, etc., mais on va interdire le fait de les nier. C'est assez incroyable. L'affaire va loin, très loin, sans doute même trop loin. Désormais, le cardinal de Richelieu lui-même va devoir y intervenir. Toute proportion gardée et avec de grandes différences évidemment, mais on pourrait quelque part comparer cette affaire Urbain Grandier, comparer cette affaire des possédés de Loudun à l'affaire Dreyfus à la fin du 19e siècle. C'est un sujet sur lequel chacun se prononce et avec généralement des points de vue totalement contradictoires. Donc, on va devoir examiner Grandier pour déceler la marque du diable sur son corps. Vous savez, un chirurgien barbier va devoir chercher le point insensible laissé par la griffe de Satan. C'était comme ça quand on était possédé du démon. Ça veut dire qu'en attendant, pour trouver le point insensible, on était obligé de percer un certain nombre de points qui, eux, étaient extrêmement sensibles. Voilà ce que le verdict du tribunal de la Cour spéciale va décréter. On est le 18 août 1634, après toutes sortes de supplices et de tortures qu'on a fait subir au pauvre Grandier. Déclarons Urbain Grandier dûment accusé et convaincu du crime de magie, maléfice et possession. Le condamnons à faire amende honorable, nu-tête, pieds nus, la corde au cou, devant l'église de Saint-Pierre-du-Marché et celle de Sainte-Ursule, tenant en main une torche de 2 livres, être de là conduit à la place publique de Sainte-Croix, attaché à un poteau sur le bûcher et brûlé avec les pactes de caractère magique restant au greffe, le livre manuscrit sur le célibat des prêtres, et ses cendres jetées au vent. Voyez un peu la violence du supplice et de la sanction. Et néanmoins, après toutes ces histoires et après cette condamnation, les possessions vont demeurer, vont continuer. Les espèces de convulsions vont durer encore pendant 4 ans. Sœur Jeanne sera exorcisée régulièrement jusqu'en 1637 et cette année-là,
elle expulse son dernier diable, comme on disait à l'époque. Entre parenthèses, ce qui est incroyable, c'est qu'elle est devenue populaire entre-temps, qu'elle est devenue une sorte d'incarnation de la lutte contre le démon. Voilà ce qu'écrit notre ami Nicolas Caro, qui lui consacre l'article de la revue Folle Histoire dans la série donc Les Grandes Hystériques. Voilà ce qu'écrit Nicolas. Elle goûte dans les différentes villes où elle fait halte au vedettariat. La foule se presse. On veut voir celle qui a résisté au démon, la miraculée. On examine avec dévotion les stigmates de sa main gauche. Les noms de Jésus, Maria, Joseph, François de Sales y sont apparus, vermeils comme gravés dans la peau. Elle est bientôt conviée à la cour, Richelieu la reçoit, puis c'est la reine Anne d'Autriche qui, accouchant du futur Louis XIV, demande à la supérieure de bien vouloir lui confier sa chemise que Saint Joseph, lors d'une apparition, avait rendue miraculeuse. C'est assez inouï cette affaire, parce que une hystérique, disons-le, en tout cas c'est ainsi que la considéreront plus tard de grands spécialistes, je pense au professeur Gilles de la Tourette notamment, une hystérique est en train de devenir une véritable gloire nationale. Elle a fait tuer un bonhomme, mais elle a par ailleurs purifié tant et tant d'âmes. Bonjour Bruno Fulini. Bonjour Franck. Est-ce que Sœur Jeanne des Anges et ses coreligionnaires peuvent être considérés comme de véritables hystériques? C'est la question que je vais vous poser. Et puis avec vous, nous allons évoquer un certain nombre d'autres grandes hystériques. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Au cœur de l'histoire, vous nous parlez, Franck Ferrand, aujourd'hui des grandes hystériques à l'occasion de la sortie du numéro 2 de la nouvelle revue historique Folle Histoire, un collectif de 17 auteurs sous la direction de Bruno Fulini, qui est votre invité cet après-midi. Je vous avoue, Bruno Fulini, que quand j'ai vu nos possédés de Loudun dans l'ouvrage des grandes hystériques, je me suis dit que vous preniez parti, parce que à l'heure où nous parlons, on ne peut pas être tout à fait certain que c'était de l'hystérie dont elles étaient atteintes. Alors, il faut bien sûr s'entendre sur ce qu'on appelle l'hystérie. Le mot hystérie existe depuis l'Antiquité, puisque il désigne le sexe féminin et les mots qui sont censés en dériver. C'est-à-dire que pendant très longtemps... Ça vient d'où hystérie, il faut le dire en deux mots. Ça vient du grec, tout simplement, et ça renvoie à l'utérus de la femme qu'on a longtemps considéré comme migrateur. Alors ça nous fait sourire aujourd'hui, mais dans les théories médicales anciennes, Claude Quetel nous raconte ça dans Folle Histoire, eh bien cet utérus, il bouge, il se déplace, et c'est pourquoi d'ailleurs on utilisait jadis des sels, les sels qu'on faisait respirer aux dames qui s'évanouissaient. Eh bien comme ils sentaient très mauvais, ces sels, ils éloignaient l'utérus. Grosso modo, plus l'utérus remonte vers la tête, et plus il gêne à la fois la respiration et la raison, et plus il reprend sa place vers le bas. Contaminer la raison. Voilà, exactement. Et donc il y a eu une médecine d'abord traditionnelle, puis plus scientiste qui s'est intéressé aux migrations, aux évolutions de cet utérus, et on s'est demandé si tous les dérèglements qu'on observait chez la femme, et Dieu sait si on a voulu voir des dérèglements chez la femme, à la limite une femme qui peint, une femme qui écrit est peut-être déjà en soi une femme déréglée dans l'esprit de l'époque. Oui. Voilà, tout à fait. Ce qui fait que ça a amené à une définition très large, bien sûr, de l'hystérie. Et même rétrospectivement, un certain nombre de figures historiques ont été classées comme hystériques par... Toutes les femmes énervées deviennent vite hystériques. Toute femme qui n'est pas à sa place, en quelque sorte. Et donc, assez vite, il y a un très beau texte de Maupassant qui se moque de Charcot et des médecins de la Salpêtrière, qui ont tendance à considérer comme hystérique aussi bien la femme placide que la femme nymphomane, que la femme qui trompe son mari, que celle qui s'émeut, que la femme littéraire, etc. Et donc, ce qui nous a amusé avec toute l'équipe, c'est de nous pencher sur ces femmes. Oui, on va voir quelques cas extraordinaires. Des cas de femmes tout à fait incroyables qui ont joué un rôle parfois important ou parfois anecdotique dans l'histoire et qui ont été traitées de démentes à tort ou à raison. Pour ce qui est de la définition même de l'hystérie, sur un plan clinique, elle appartient au professeur Charcot, bien entendu, qui en avait fait son domaine de spécialité à la Salpêtrière. Voilà, la Salpêtrière, c'était l'endroit où non seulement Charcot et ses étudiants... Le père du grand explorateur et le grand professeur de médecine, Charcot, a théorisé l'hystérie, et surtout il y avait ces leçons du mardi où le public pouvait venir assister à des démonstrations, et donc là, évidemment, c'était très couru. Il avait un sens du spectacle. De la publicité. Il a bâti une véritable fortune. Eh bien, on pouvait voir ces femmes, souvent des jeunes femmes, habillées d'une simple tunique, qui entraient littéralement en transe, et les plus malines avaient bien compris ce qu'il fallait faire pour être un petit peu les vedettes. Alors, on peut sourire, bien sûr, de cette médecine qui tâtonne un petit peu, et en même temps,
parmi les élèves de Charcot, on va voir un jeune stagiaire venu de Vienne, qui n'est autre que Sigmund Freud. Et bien sûr, l'hystérie au sens médical aujourd'hui, ça n'a plus guère de sens, mais la pratique de l'hypnose, l'écoute de la malade qui était en vigueur dans ces séances de Charcot, eh bien Freud a vu que ça amenait à quelque chose, à une formalisation, à un retour sur peut-être les origines du mal, en tout cas les scènes qui sont à l'origine des troubles ou des symptômes, et à partir de là, c'est là que la psychanalyse va commencer à balbutier par l'observation de ces hystériques. Donc ça a eu quand même un rôle non négligeable dans la découverte de la psyché, qui est peut-être la grande conquête des débuts du XXe siècle, il faut quand même le dire. Pour revenir un instant sur nos possédés de Loudun, est-ce que le véritable coupable de tout ça n'est pas finalement Urbain Grandier? Il est un peu le loup dans la bergerie, ce prêtre. Certes, mais il a payé, pauvre Urbain Grandier. Le coupable, quel est-il? Est-ce le diable? Existe-t-il? Après tout, est-ce l'hystérie? Est-ce, comment dirais-je, chacun porte en lui son pire ennemi? Et peut-être que notre supérieure avait en elle-même sa pire ennemie. Et puis, nous sommes à une période un petit peu travaillée par toutes sortes de craintes, d'inquiétudes. Donc peut-être que ce qui s'est passé à Loudun a cristallisé une forme, comment dirais-je, de résurgence de ces peurs très très anciennes. Exactement, dans une France époque, en pleine évolution. Oui, on voit des formes de sorcellerie, de démence collective, etc. dans plusieurs villages, sous le règne d'Henri IV, sous le règne de Louis XIII, dans cette période de ce qu'on appelle la réforme catholique maintenant, la contre-réforme. Oui, et ce qui est remarquable, c'est qu'on va trouver ce genre de manifestation encore très tardivement. Laurent Lemire, par exemple, s'est penché sur le cas de Morzine, où là on a un village entier dont les femmes deviennent littéralement mais folles. Alors pour les prêtres, elles sont possédées par le diable. Pour les médecins, c'est de l'hystérie au sens médical. Et en fait, alors soit elles ont ingéré un produit dans leur alimentation qui a rendu tout le monde complètement fou, mais étrangement, seules les femmes ont manifesté cette folie, donc c'est une thèse qui est difficile à défendre. Soit nous sommes en Savoie au moment où la Savoie passe de l'indépendance à la France, et peut-être qu'il y a eu une angoisse sur le basculement de la Savoie vers la France qui a provoqué cette phase de folie collective dans cette localité de Morzine. Et en tout cas, les symptômes qui sont décrits, et là nous sommes sous le Second Empire, eh bien ressemblent étonnamment à ceux des cas de possession à Loudun ou autre lieu. Oui. Ce qui prouve bien qu'il pourrait y avoir aussi là un phénomène plus collectif qu'on ne pense, comme s'il y avait on pourrait presque dire un fantôme qui s'empare de l'ensemble d'une collectivité, d'une communauté. J'imagine que le professeur Freud transformerait le mot fantôme en mot fantasme. Oui, vous avez vu que j'ai hésité à le prononcer. Bien sûr, parce que l'hystérie et ses manifestations, en particulier ces phénomènes un peu d'épilepsie, de transe, sont très spectaculaires et donc attirent du monde, attirent des curieux et peut-être aussi des comparses. Alors vous avez réuni ces hystériques excentriques, je ne sais même plus comment les appeler, en 4 grands domaines. Il y a les artistes, celles qui sont inspirées, dites-vous, on verra lesquelles, les criminels. Ça aurait pu faire l'objet d'un volume à part entière de cette collection Folle Histoire. Et puis les politiques. Alors parmi les politiques, on ne va pas toutes les évoquer, mais il y en a une qui a retenu mon attention parce que je lui avais consacré déjà plusieurs émissions et je trouve que c'est un personnage fascinant. C'est la compagne de Gambetta. C'est Léonie. Léon, qui n'est pas son vrai nom, mais elle va s'appeler comme cela en hommage évidemment à Léon Gambetta. Femme très troublante, c'est sans doute une grande amoureuse. Il faut savoir que plus de 3000 lettres d'amour se sont échangées dans un assez grand secret entre cette femme qui n'était pas mariée, mais qui était la mère d'un garçon qu'elle avait eu avec un officier de la police de Napoléon III, et puis Gambetta, qu'elle a connu lorsqu'il était un député républicain, donc un député d'opposition, un député d'extrême gauche, une espèce de barbu tonitruant venu du sud-ouest qui voulait tout simplement abattre les institutions impériales pour élever la République. Et qui va bénéficier de façon incroyable de la chute du Second Empire en 1870-71. Il devient le grand homme, on va dire, du gouvernement de défense nationale. Oui, et le héros qui s'élève en ballon pour quitter Paris, pour aller rejoindre une hypothétique armée de la Loire. Bon, ça va devenir une des très grandes figures de la République et
malheureusement, c'est une carrière qui va être interrompue assez tôt. D'abord, il reviendra au pouvoir en 1881, ce qu'on va appeler le Grand Ministère, qui ne va durer qu'un gros semestre en réalité. Et puis après, il y a une mort un peu stupide, un peu sans doute accidentelle, liée à une mauvaise manipulation d'une arme. Or, mais ça, c'est la version officielle. Voilà. Mais évidemment, cette mort a été très très commentée compte tenu du personnage. Et comme il y a autour de lui cette fameuse Léonie Léon, elle était là au moment du fameux accident, si on peut dire. Oui. C'est-à-dire qu'il est blessé par balle. On dit qu'il aurait été blessé en nettoyant une arme alors qu'il était ni en situation ni en position. Enfin bon, bref, tout ça a l'air totalement impensable. En revanche, ce que tout le personnel dira, c'est qu'il se disputait. Quand je dis disputait, on entendait voler les assiettes. C'était terrible. Donc, elle aurait peut-être pu lui tirer dessus quand même. Est-ce que Léonie a tiré sur Léon? C'est ça la question. Véritablement, on l'ignore. On ne le saura jamais. Il est certain qu'il y a plusieurs thèses qui s'affrontent, que Léonie, effarée, s'en va, se réfugie. Bizarrement, elle va frapper à la porte d'un couvent, ce qui pour la maîtresse d'un leader non seulement républicain, mais anticlérical forcené et pour le moins curieux, et que, alors les thèses les plus folles vont circuler. Est-ce elle qui l'a tué? L'a-t-elle tué pour des raisons, je dirais simplement sentimentales ou domestiques? Ou bien est-ce qu'il y a derrière la main, alors là je vous laisse le choix, du pape, du Kaiser, des derniers impériaux? Véritablement, on peut construire toutes les théories du complot que l'on veut autour de cette mort qui reste soit très stupide, soit très mystérieuse. Et très révélatrice d'une certaine société bourgeoise républicaine de la fin du 19e siècle, avec un rôle très important octroyé à ces femmes, à ces maîtresses, certains diraient ces courtisanes pour certaines d'entre elles. Vous traitez du cas de Valentine Verlin, qui était la maîtresse de Gabriel Hanotaux, et qui est un cas pour le coup assez hystérique. Un cas assez étonnant. Figurez-vous que c'est une femme bafouée d'homme politique qui se venge en publiant un livre. Alors c'est il y a bien longtemps, dans les années 1890, c'est-à-dire que Valentine Verlin était une comédienne, mais alors une comédienne, elle, issue d'un milieu plutôt bourgeois et qui avait une haute idée du théâtre. Elle a une liaison avec Gabriel Hanotaux, ancien député, ministre des Affaires étrangères, personnage important de la République, et Hanotaux la traite un petit peu comme on traitait les comédiennes à l'époque. Ce qu'elle va vivre, effectivement, très 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 mal. Alors pendant des années et des années, chaque fois que le pauvre Hanotaux voudra faire une réunion publique, une conférence, une manifestation quelconque, Valentine, l'autre folle, cherchera à s'introduire. À un moment, elle lui tirera même dessus. Alors des balles à blanc, mais quand même ça fait désordre. Ce qui fait que la police cherche à l'intercepter préventivement. C'est terrible pour un ancien ministre des Affaires étrangères qui cherche à être aussi reconnu comme l'historien de Richelieu et comme un personnage véritablement un dignitaire de la République, ça fait un petit peu désordre. Alors ce qui va se passer, c'est que cette Valentine va être un peu prise en main, faut bien le dire, par les royalistes. Elle va finir par se déclarer elle-même royaliste. Et lorsqu'elle va mourir, à titre posthume, eh bien, va arriver un livre étrange, un livre qui n'est pas en librairie, qui est posté à l'archevêque de Paris, aux membres du gouvernement, aux députés, aux sénateurs, aux ambassadeurs, bref, au tout Paris. Et chacun reçoit un pavé de 900 pages dans lequel elle raconte à quel point Gabriel Hanotaux était un personnage horrible. Il l'a littéralement violée, il l'a obligée à avorter, il l'a maltraitée, il l'a trompée, et avec une confusion totale, perpétuelle, entre vie privée et vie publique. Et ce livre, aujourd'hui, est très recherché, parce que comme il n'a jamais été dans le commerce, c'est une véritable rareté. J'ai la chance d'avoir retrouvé l'exemplaire qui était adressé au comte de Paris. Magnifique. Et donc ça a permis évidemment d'aller plus loin. En vous écoutant, je me dis, Bruno Fulini, que ces recueils de la folle histoire seront peut-être un jour utilisés comme mine et comme ressource pour des auteurs, des romanciers, des chercheurs, que sais-je, des historiens divers qui voudront trouver le sujet de belles monographies. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Les hystériques sont au cœur de l'histoire cet après-midi. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité Bruno Fulini, qui a dirigé le collectif des 17 auteurs qui ont travaillé à la sortie du numéro 2 de la nouvelle revue historique Folle Histoire qui vient de paraître. Nous n'allons pas nous appesantir, Bruno Fulini, sur les cas de criminels. J'allais dire ce serait trop facile. Mais quand même, donnez-nous un peu envie d'ouvrir ce recueil. Alors, toute femme criminelle n'est pas une femme hystérique, mais il y a quand même des cas un petit peu limites. Et je vous confesserai un petit penchant vers ces femmes qu'à la fin du 19e siècle, on a appelées les ogresses. Alors le terme même fait sourire, mais ce sont des histoires abominables. Il y a eu l'ogresse de Montauban, il y a eu l'ogresse de la Goutte d'Or. Bon. Et une ogresse, c'est une femme qui s'en prend
prend aux enfants, généralement qui soit les empoisonne, soit les étrangle, éventuellement les découpe en morceaux, ce qui était aussi une des spécialités de Legrès de Montauban. Alors Legrès de Montauban, nous sommes à la fin du Second Empire, en 1868-69. Au départ, elle est soupçonnée d'être une faiseuse d'ange, à une époque où l'avortement est un crime, et ça va se confirmer. Mais en fait, elle va beaucoup plus loin, puisque parfois on lui confie aussi des enfants en nourrice, et que les enfants disparaissent, et elle va finir par avouer les avoir découpés en petits morceaux qu'on va quand même retrouver enterrés dans le sol même de son habitation. Donc ça fait un peu désordre. Elle va être jugée. Tout le monde pense qu'elle va être exécutée, puisque la peine de mort s'applique à l'époque, y compris pour les femmes. Et un très bon avocat va réussir à faire admettre l'irresponsabilité. Il va faire peur au jury en disant mais cette femme est tellement folle que si vous la condamnez à mort, elle risque d'aller à la guillotine en ricanant, de même qu'elle est en train de ricaner pendant le procès que nous lui faisons pour une dizaine de meurtres. Donc elle sera finalement condamnée aux travaux forcés à perpétuité et mourra peu de temps après. On a l'habitude de dire que les serial killers sont essentiellement des hommes. Les profilers, comme on dit maintenant, ou les profileurs, je crois que le terme existe en français, vous diront que généralement, lorsqu'on assiste à des scènes qui sont insoutenables, on a affaire a priori à un homme. Eh bien, vous démontrez quand même que certaines femmes sont allées très loin dans la cruauté. Oui, vous savez, les grands serial killers sont ceux qu'on n'a jamais découverts, bien sûr. Et une femme d'apparence maternelle, pateline, sympathique, peut sévir pendant très longtemps. Il y a toutes les empoisonneuses aussi. Il y a les empoisonneuses, il y a Marianne Cotton qui a tout de même laissé 14 cadavres derrière elle, dont au moins 4 de ses enfants. Ça, c'était en Angleterre. L'ogresse de la Goutte d'Or, elle étouffait les enfants. On est à la veille de la Première Guerre mondiale. Voilà, on est dans la belle époque. Alors ça commence dans une goutte d'or qui ressemble un petit peu à celle que nous dépeint Zola, oui. Donc un quartier parisien ouvrier où on boit beaucoup, l'état de santé est déplorable, les conditions d'hygiène atroces, et donc pendant un certain temps, les enfants meurent, on fait pas trop attention. Il y en a quand même beaucoup dans une même famille. On finit par soupçonner la belle-sœur. Alors elle va être relaxée, elle va partir en province, et puis bizarrement les mêmes faits vont recommencer. Bref, elle n'ira jamais en prison. On finira par la mettre en asile, mais chaque fois qu'on la laissait seule avec un enfant, eh bien elle lui serrait le kiki tout simplement, et ça a comme cela causé la mort d'une dizaine d'enfants. Oui, évidemment, ça fait froid dans le dos aujourd'hui. Alors, on va peut-être laisser ces criminels de côté pour parler de deux figures tout à fait extraordinaires. J'aimerais que vous nous parliez d'Helen Smith, dont j'ai découvert jusqu'à l'existence, pour tout vous dire. Expliquez-nous qui était cette femme incroyable. Helen Smith n'est pas son vrai nom, elle est née en Suisse, elle s'appelait Hélène Müller, et donc Stéphane Mailleux, qui s'est penché sur son cas, nous apprend qu'elle parlait à la fois le martien et le sanskrit. Ce qui est quand même remarquable pour une femme qui n'avait pas beaucoup d'éducation à la base. En fait, c'était une adepte du spiritisme, et donc elle entrait en communication avec les esprits, et tant qu'à faire, quitte à se lancer dans l'astral, eh bien autant communiquer avec des gens qui en valent la peine. Donc elle a fini par établir des communications, par exemple avec la planète Mars, qu'elle a raconté dans des écrits extraordinaires, et ces écrits ont intéressé des savants, en particulier des linguistes, parce que figurez-vous qu'ils sont écrits en martien, c'est-à-dire qu'il y a une langue martienne dont elle nous donne la clé, elle dessine même l'alphabet martien, si j'ose dire, et assez vite les spécialistes vont se rendre compte que le martien c'est du français, avec des interpolations de syllabes. Mais pour les linguistes, ça n'est pas un long mystère. Non, par contre, ça va jouer un rôle dans la découverte des structures de la langue. Et puis, les travaux qui vont être publiés sur son compte vont finalement provoquer une sorte d'intérêt pour son expérience. Et donc, au lieu d'être traînée dans la boue comme l'imposteur qu'elle est, eh bien, finalement, elle va recevoir des subsides de l'important mouvement spirit américain. Et donc, elle va pouvoir finir sa vie dans une relative aisance, sans travailler, en vivant de ses visions, de ses communications. Et puis, surtout, elle nous laisse un vocabulaire martien, quoi. On a l'impression, lorsqu'on feuillette ce volume de Folle Histoire, je rappelle qu'il s'agit bien d'une revue, même si elle est présentée sous la forme d'un livre, bien entendu, un livre qui a tous les attraits éditoriaux de la belle époque, avec une très jolie édition, d'ailleurs, il faut le dire. On a l'impression, en feuilletant tout ça, que certaines femmes sont des manipulatrices nées. On aurait presque peur lorsqu'on referme le livre. Il y a un côté comme ça, elles font peur d'une certaine manière. Alors oui et non, c'est-à-dire que je suis parti de cette idée-là, rassembler des femmes un peu délirantes, exubérantes, voire effrayantes, oui. Voilà. Et en même temps, en approfondissant leur cas, je me suis rendu compte que ça, c'était la vision qu'avaient pu avoir
leurs adversaires ou les scientifiques qui sont penchés sur leur cas et leur époque et leurs contemporains, mais qu'en réalité, souvent, ce sont des femmes qui sont aussi à plaindre, qui ont vécu des expériences traumatiques, des viols, des violences incroyables, et que finalement, leur révolte, elle a beaucoup de sens et elle peut avoir quelque chose de très touchant. Alors, je mets de côté les criminels les plus sanguinaires, mais combien de femmes pionnières dans leur domaine ou créatrices, des artistes, comme Artemisia Gentileschi, par exemple, qui est le grand nom de la peinture baroque au féminin. C'est une femme qui a été violée par le peintre qui devait faire son éducation artistique, qui, ayant eu le malheur de porter plainte, a été soumise à la torture des poussettes, c'est-à-dire des déformations des mains. Vous imaginez, pour quelqu'un qui fait profession de peintre, pour s'assurer qu'elle dit bien la vérité. Vous voyez, on est face à des expériences, à des destins de femmes qui sont troublants, parce que plein de violence, mais en même temps plein d'humanité, et parfois la folie est une forme de rédemption. Artemisia Gentileschi, qu'on connaît mieux grâce, il faut le dire, à Alexandra Lapierre, qui a travaillé sur son cas. Alors, vous avez en couverture annoncé Messaline, Théodora, Lady Stanhope, Adèle Hugo, Eva Perron, Violette Maurice. Enfin bon, vous n'avez pas fait dans la dentelle, si je puis dire, pour parler des dames. Disons que le principe même de Folle Histoire, c'est de traiter d'un thème à toutes les époques, sur tous les continents, dans toutes les cultures, en faisant appel à l'érudition de nos auteurs. Et donc, ce thème est à la fois précis, les grandes hystériques, et en fait très large, parce que des hystériques avérées ou des femmes traitées d'hystériques, on en trouve effectivement dans tous les domaines. Il n'y a pas deux histoires qui se ressemblent, en fait. Nous avons consacré ici même, il y a quelques jours, une émission au général Boulanger. Or, vous nous parlez d'un modèle de Marianne, s'il vous plaît, qu'a bien connu le général Boulanger. Alors effectivement, bon, il a connu d'abord Madame de Bonnemains, qui est sa maîtresse, pour laquelle il s'est suicidé, mais il a croisé aussi le chemin d'une autre demi-mondaine, Berthe de Courrières, que nous pouvons voir dans certains monuments parce qu'elle a servi de modèle à une Marianne. Et il faut savoir que cette Marianne, par ailleurs, lorsqu'elle avait un petit peu de temps libre entre deux séances de pause, eh bien, elle se consacrait, c'était la grande mode à la fin du 19e siècle, elle se consacrait au culte de Satan. Et donc nous avons comme cela une Marianne sataniste sur certains de nos monuments, dans certaines de nos mairies. Elle a fini par être arrêtée marchant à peu près nue dans les rues. Et voilà, c'est un cas assez étonnant de femme à la fois artiste, inspirée, femme aussi qui va devenir un personnage littéraire parce que c'est d'une part la maîtresse de Rémy de Gourmont qui va la rebaptiser Sixtine. Et puis j'ai cru comprendre qu'on parlait un petit peu du Huysmans ces temps-ci dans l'actualité littéraire. Eh bien, Madame Chantelouve, qu'évoque Huysmans dans là-bas, a pour modèle également Berthe de Courrières. Quand je pense qu'il y a longtemps que je voulais consacrer une émission à Huysmans, à Rebours et au courant décadentiste, et puis maintenant, on peut dire qu'avec le livre de Houellebecq, ça a l'air d'être une tarte à la crème. C'est beaucoup plus intéressant que ça n'en a l'air. Comment est-ce qu'on construit un recueil comme celui-ci ? Ce sont les auteurs eux-mêmes qui vous apportent leurs trouvailles ? C'est vous qui les mettez sur la piste de ces personnages inouïs ? Disons qu'il est impossible de construire un tel recueil tout seul. C'est l'intérêt vraiment de cette formule. C'est une revue mais vendue en librairie et c'est véritablement écrit à de nombreuses mains. En l'occurrence, il y a 17 auteurs plus un dessinateur pour ce numéro 2. Et le thème étant lancé, eh bien chacun y va de sa suggestion, de son idée. Bon, après nous essayons d'éliminer les cas qui se ressemblent un petit peu trop. Mais au départ, c'est vraiment très très libre et ça permet, parce que bien sûr au départ nous pensons tous un petit peu aux mêmes quelques cas évidents que nous traitons un peu comme des corvées. Et puis ensuite, eh bien, nous arrivons à toutes sortes d'affaires complètement oubliées qui sont passionnantes parce que, alors bien sûr, hein, ce sont des auteurs comme Clémentine Portier-Kaltenbach, comme Claude Quetel, Franck Sénateur, Nicolas Caro, des fous d'archives, des fous de vieux papiers qui vont aller fouiner un petit peu partout et c'est un petit peu le concours de celui qui trouvera la plus belle histoire aussi. Chacun apporte sa pépite et on a véritablement l'impression d'être dans une mine. Ça nous rappelle ce qu'étaient ces grands ouvrages de petite histoire de la Belle Époque, justement. Oui, ça fait partie de mes modèles et ce que je voudrais, c'est avec Folle Histoire, faire lire de l'histoire à tous ceux qui n'en lisent pas aujourd'hui, qui lisent de la fiction, alors que véritablement, dans les annales, on trouve des personnages qu'aucun romancier n'oserait même inventer. Le précédent titre était consacré aux aristos du crime. Le prochain, vous avez déjà le droit de le dire ? Ah oui, il est même annoncé. Le prochain, ce seront les bourdes militaires, tout ce qui est bataille bêtement perdue, initiative stupide, décision catastrophique, mais aussi putsch raté, engin militaire,
guerre déplorables et tout ce qui a pu contribuer à faire perdre des vies humaines inutilement. Sachez que vous serez le bienvenu pour venir nous en parler au cœur de l'histoire. Merci beaucoup Bruno Fuligny. Folle Histoire, donc c'est le titre de cette revue avec ce numéro 2 consacré aux grandes hystériques. Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Gaël sur l'origine des règles de l'orthographe. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Gaël. Elle nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Gaël aimerait connaître l'origine des règles d'orthographe. C'est une bonne question que pose Gaël, parce qu'on a tendance à oublier évidemment que pendant très longtemps, la langue française n'était pas fixée comme elle l'est aujourd'hui, et que cette orthographe quasiment intangible que nous connaissons et qui règne en maître sur l'écriture d'aujourd'hui, eh bien cette orthographe n'avait même pas de sens à l'époque où le français n'était pas une langue noble. Quand vous vouliez bien parler, vous parliez en latin dans tous les actes officiels, etc. Et sur les registres. Et puis, bien entendu, entre gens très cultivés, entre savants, on avait même tendance à user du grec. Le français, c'était la langue quotidienne, la langue parlée dans les rues. C'était vraiment la langue ordinaire d'une certaine manière. La façon de l'écrire était très 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 flottante. Il y a un début, un embryon d'orthographe qui naît aux alentours du XIIe, XIIIe siècle. On se met à noter de plus en plus tous les sons prononcés. Et d'ailleurs, les scribes, vous savez, les scribes qui étaient payés à la page avaient tendance à rajouter des lettres. Ce qui fait qu'ils mettaient partout des S, etc. Enfin, ils rajoutaient toutes sortes de lettres pour peut-être un peu gonfler leurs honoraires, mais surtout pour gonfler leur ego, si je puis dire. C'était une forme de snobisme et de reconnaissance entre eux. Peu à peu, le français va devenir langue officielle. Alors, vous connaissez la célèbre date d'août 1539. C'est ce qu'on appelle l'ordonnance royale de Villers-Cotterêts. C'est le chancelier Poyet qui va rendre le français obligatoire dans les actes officiels. Le but de Poyet, d'ailleurs, ce n'est pas du tout de promouvoir la langue française à l'époque, c'est de limiter le contentieux autour de l'interprétation du latin dans les actes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les actes sont écrits en français, il y aura moins de contentieux, il y aura moins de procès, tout simplement. Et donc, les tribunaux seront moins encombrés. C'était ça le but. Et puis, les grands poètes, évidemment, Ronsard et puis Malherbe un peu plus tard, et encore plus tard, bien sûr, le grand Corneille, vont contribuer à formaliser cette langue qui commence à s'inscrire dans le marbre avec la création par Richelieu de l'Académie française en 1635. Le premier dictionnaire de l'Académie va paraître en 1694. Là, on systématise d'une certaine manière l'orthographe, mais disons-le, ce qui va systématiser cette orthographe, ce qui va la rendre intangible, beaucoup plus encore que l'Académie française, c'est l'édition, c'est la multiplication des textes imprimés, que ce soit dans les livres ou surtout dans la presse. Les éditeurs, les imprimeurs vont systématiser une orthographe qui, disons-le, depuis le début du XXe siècle est parfaitement, même un peu avant ça, depuis le milieu du XIXe plutôt, est parfaitement fixée. L'orthographe prescrite par l'Académie est d'ailleurs officialisée pour le bicentenaire de l'institution en 1835. Ça fera bientôt déjà 200 ans.